Salut, moi c'est Joanie et je dis souvent que je suis obsédée par la Gaspésie. Peut-être est-ce que tu as vu mes vidéos passer sur TikTok où je parle de ma vie dans la région? Avec le balado, j'ai envie de pousser mes réflexions encore plus loin. Puis de montrer que la Gaspésie, c'est pas toujours ce qu'on pense. Parce qu'on va se le dire, il y a encore des préjugés qui circulent par rapport à la région. Mais la Gaspésie, c'est surtout un endroit unique à cause des gens qui l'habitent. Donc si ça t'intéresse, embarque avec moi et mes invités, on va te faire le tour. Je te promets qu'on n'ira pas trop vite, il y a trop de belles choses à voir et de beaux mondes à découvrir quand on prend notre temps. Bienvenue en Gaspésie avec Joanie. Aujourd'hui, je reçois une personne vraiment intéressante. Il est dans le domaine politique depuis bientôt 45 ans. Aujourd'hui, sénateur indépendant pour la région du Golfe, il a d'abord fait sa marque dans le domaine municipal, notamment comme maire de la ville de Rimouski et président de l'Union des municipalités du Québec. Avant ça, il a été directeur général de l'Océanique de Rimouski, où il a contribué à propulser la notoriété de cette équipe de hockey junior majeur partout dans l'Est du Québec. Même s'il est très associé au Bas-Saint-Laurent, ses racines, elles, sont fièrement gaspésiennes. J'ai eu l'énorme privilège d'écrire pour lui pendant les 2 années où nous avons collaboré quand j'ai débuté ma carrière aux communications pour la ville de Rimouski. C'est un immense plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui l'honorable Éric Forêt. Monsieur Forêt, bonjour. Bonjour, Joanie Gaspésie. Ça me fait tellement plaisir de vous parler aujourd'hui. Un gros merci d'avoir accepté cette invitation-là pour qu'on puisse échanger sur votre très grande carrière en développement régional et ce que vous faites comme travail de sénateur actuellement. Mais avant de discuter de tout ça, j'ai envie de vous demander, vous êtes un petit qui, vous? Moi, je suis un petit Caïen. Je suis natif de Bonaventure, donc famille souche acadienne. Je suis quelqu'un qui a passé sa jeunesse en Gaspésie jusqu'au moment où j'ai dû quitter pour la formation, mon cégep, mon université. Mais profondément attaché à la Gaspésie, effectivement, je suis comme un saumon. Tous les étés, on y retourne. Comme je remonte à ma rivière et c'est pour moi la Gaspésie, souvent un peu à la blague, mais ça a vraiment un fond de vérité. Ma plus grande qualité, c'est d'être gaspésien. Donc, d'avoir ce sens de l'écoute, d'avoir ce sens je pense, de la proximité avec les gens, peu importe leur statut, peu importe leur carrière ou leur profession. Je pense que nous, les Gaspésiens, on a ce sens de l'accueil de l'autre et c'est probablement une des grandes qualités qui m'a guidé tout au long de ma vie. Puis assurément, je peux le confirmer pour vous avoir côtoyé un peu, puis je pense que tout le monde qui vous a côtoyé abonde dans ce sens-là. Vous êtes vraiment un homme profondément humain. Assurément qu'il y a des racines de tout ça qui viennent du fait qu'on est gaspésien. Je vous rejoins de ce côté-là. Vous avez aussi, je l'ai mentionné, une belle carrière, beaucoup d'implications dans le développement de l'Est du Québec. Mais j'aimerais ça qu'on commence au tout début. Vous avez étudié d'abord en récréologie quand vous êtes parti de la région. Qu'est-ce qui vous a attiré à aller dans ce domaine-là au départ? Je pense que tout au long même de ma jeunesse, j'étais bien impliqué au niveau, que ce soit au niveau scolaire comme président d'école ou de classe ou comme dans les 4H. Les 4H m'ont influencé beaucoup aussi à l'époque. Énormément. J'ai été, faut dire qu'un de mes oncles, Henri Louis, était comme le directeur général des 4H pour le Québec. Et je pense que l'influence de ma famille, l'influence de mes oncles, du côté de ma mère, les Arsenault, donc et du côté de mon père, les Forêts, Gildas particulièrement, m'ont influencé dans une prise de conscience de s'impliquer. Si on voulait faire une différence, fallait pas rester sur le quai et pas regarder passer le train, mais y sauter et dès mon jeune âge, j'ai été vraiment impliqué dans toutes sortes d'organisations. Je pense que la seule chose que j'ai pas eu une implication très longue, c'est dans les cadets. J'avais de la misère à distinguer la gauche de la droite, fait que je tournais toujours du mauvais côté, mais sinon, au niveau des 4H, au niveau d'organiser des soirées d'amateurs, avoir vraiment là, une vie sociale très active en Gaspésie. Et la récréologie, bon, c'est un peu c'est un peu, je dirais, la conjoncture d'être capable de
continuer à travailler. D'ailleurs, un ami d'enfance, Marc Kayouette, son père disait, lui, il appelait ça un cours en récréation. Ils vont aller faire un cours en récréation parce qu'on avait fait toutes les deux notre cours en récréologie, mais c'était vraiment le fait de continuer à collaborer, à travailler avec d'autres personnes, à organiser le développement de notre région. Et moi, j'ai fait beaucoup récréologie, mais également administration. Donc, ça m'a conduit, je pense, ça a jeté les bases à ma carrière et ça m'a outillé pour avoir un cheminement professionnel qui a guidé toute ma vie. Donc, l'addition de ma formation et de mes origines gaspésiennes, ben, ça fait qui je suis aujourd'hui. Et qui vous êtes aujourd'hui, justement, vous êtes sénateur indépendant pour la région du Golfe depuis 2016. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez imaginé quand vous étiez jeune de devenir sénateur? À quel moment c'est apparu comme une possibilité? Ben, c'est apparu drôlement et subitement. Il faut dire que moi, j'étais quand même à mon 3e mandat comme maire de Rimouski. J'avais dit que c'était mon dernier mandat et j'avais bien informé la population en leur disant, écoutez, je dis ce que je fais puis je fais ce que je dis, donc préparez une relève. Moi, je ne me représenterai plus. Et on était en train ma conjointe, Marie-France et moi, on était en auto et le premier ministre Trudeau annonçait qu'il faisait des appels de candidature pour un nouveau Sénat qu'il voulait transformer un Sénat partisan en un Sénat indépendant. Et jamais de mon existence, au grand jamais, j'ai pensé un jour de me ramasser au Sénat. Donc, j'écoutais ça, je trouvais intéressant l'approche d'avoir un Sénat indépendant. Puis, Marie-France me dit, tu devrais réfléchir à ça. Et j'ai mis ça sur mon disque dur, mais je pensais pas vraiment de poser ma candidature. Et en m'informant, parce que l'image qu'on a du Sénat, c'est toute une gang de vieux qui dorment chez les bancs. Donc, ça m'attirait pas tellement, mais le fait de vouloir contribuer à transformer cette institution, et je me suis intéressé un peu à qu'est-ce qui se passe au Sénat, qu'est-ce qu'on fait au Sénat. Je me suis aperçu qu'il y avait d'une part tous les projets de loi qui sont déposés, tous les crédits budgétaires doivent être étudiés, analysés et sanctionnés par le Sénat si on veut qu'ils soient en force de loi. Donc ça, c'était intéressant. L'autre élément, c'est qu'il y avait beaucoup de travail qui se fait en comité de très forte valeur. Donc, ça piquait ma curiosité, poussait un peu plus loin. Et une des personnes qui a aussi contribué à ce que je dépose ma candidature, ça a été Sylvie Bernier, qui était, parce qu'à l'époque, le premier ministre avait mis sur pied un comité d'indépendants pour faire l'analyse des candidatures et faire des recommandations au bureau du premier ministre. Et moi, Sylvie Bernier, qui était une personne avec qui la plongeuse olympique, qui a eu une aventure très, très vraiment difficile, qui a perdu un neveu dans la rivière Nouvelle. Sylvie, elle a même écrit un livre, la journée où je n'ai plus plongé. Mais Sylvie, on avait travaillé beaucoup ensemble. Moi, à l'époque, je suis président de l'Union des municipalités du Québec et on avait travaillé à développer des programmes pour rendre le loisir accessible aux personnes les plus fragilisées au plan économique. Et elle était sur un de ces comités-là. Fait que lors d'une rencontre tout à fait au hasard, elle me dit ça, elle dit écoute, Éric, tu devrais poser ta candidature. On a beaucoup de candidatures, mais des profils plus comme élus municipaux, on touche à tout, donc un peu plus général. Moins une connaissance, une expertise pointue. Ça pourrait être intéressant. Fait que j'ai pensé, j'ai dit ça peut être intéressant. Fait que j'ai déposé ma candidature, mais en étant très convaincu, parce que moi, j'ai jamais fait de politique fédérale et le premier ministre Trudeau était déjà venu dans mon bureau à l'époque où t'étais encore à l'hôtel de ville à Rimouski et il voulait solliciter ma candidature comme candidat à l'élection. Je n'avais pas accepté. Donc, je me suis dit, si jamais mon nom est ballotté puis qu'il se retrouve sur son bureau, il m'a dit non une fois, il me dira pas non 2 fois. Donc, j'avais pas d'espoir vraiment que ça se passe, mais anecdote, quand il m'a appelé pour me dire que moi je suis de la première cohorte. La première cohorte des gens qui ont été nommés sur cette nouvelle approche avec des comités indépendants pour les recommandations. Le premier ministre m'a appelé, il m'a dit, puis on s'est rencontrés 2 fois, là, mais il dit, Éric, il dit, c'est Justin. Il dit, oh, oui, monsieur là. Il dit, là, tu m'as dit non une fois, t'es mieux de pas me dire non 2 fois. Il m'a dit exactement ça. Alors, je dis, non, cette fois-ci, j'ai appliqué, ça fait que et c'est comme ça que
l'aventure a débuté déjà, ça passe tellement vite, en novembre 2016. Vous avez raison, ça passe très vite parce que moi, j'ai accouché 2 mois avant que vous soyez nommé sénateur. J'étais en Non. congé de maternité, mais je m'en souviens encore clairement de la fierté, en fait, aussi des gens de Rimouski, la tristesse de perdre le maire, mais une fierté de voir leur élu municipal tu sais, devenir sénateur. Mais j'imagine qu'il y a quand même eu des apprentissages à faire entre le monde municipal où on est vraiment très, très près des citoyens et le Sénat qui, beaucoup de gens savent pas nécessairement qu'est-ce que vous faites, là. Exact. La fierté, oui, l'île Mousquois, mais ce que j'ai aussi ressenti beaucoup, d'abord, moi, j'étais très fier d'une chose. Je suis le premier sénateur qui représente la division du Golfe depuis la Confédération qui est natif de Mm-hmm. du Golfe. Donc, la division du Golfe débute à Trois-Pistoles, inclut les îles de la Madeleine, donc Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles. Et c'est pour moi une grande fierté d'être ce premier Gaspésien qui représente notre région. Puis la fierté aussi des gens de la Gaspésie, Mm-hmm. de Bonaventure, je pense que effectivement, ça m'a nourri beaucoup et ça continue aussi pour moi, être une motivation importante. C'est clair qu'il y avait de grands changements, il y avait des deuils à faire. Quand on est maire d'une municipalité ou mairesse, on était normalement au fait de tous nos dossiers. On connaît l'ensemble des éléments qui sont sur notre table de travail. Au Sénat, c'est différent. Il faut dire que tous les projets de loi, moi, depuis le début, je suis sur le comité des finances, donc je me dis, gouvernement, ça fait deux choses. Ça va sanctionner les projets de loi et ça vote des crédits budgétaires. Donc, tous les crédits budgétaires passant par le comité des finances. Et moi, il y a une expérience de longue date au niveau municipal, puis on sait que la gouvernance locale, le fédéral est souvent très, très loin, le provincial est loin, mais le fédéral est très, très loin. Donc, moi, de porter cette réalité-là, de faire comprendre aux gens qui vont faire des programmes d'aide ou autres, la réalité municipale, c'est pour moi un peu ma raison d'être, ma motivation première d'être au Sénat. Donc, mais un des, je dirais, des deuils à faire, hein, c'est qu'on peut pas être spécialiste en tout. Mm-hmm. Et l'autre élément, c'est qu'il faut accepter qu'il y a des projets de loi très pointus qui ont des portées constitutionnelles ou qui ont des portées au niveau de la justice, au niveau légal ou peu importe, dont on ne maîtrise pas, nous, tout à fait l'environnement. Donc, faut être capable de dire, ben OK, ça, là, c'est pas mon domaine. Maintenant, je vais analyser ça avec l'information que j'ai de collègues. Et le niveau d'expertise au Sénat actuellement est impressionnant. On a de grands spécialistes. D'abord, on est une des seules assemblées législatives à majorité féminine actuellement. Donc, presque 55%. On a une forte représentation autochtone. Donc, et de différentes minorités visibles. Donc, il y a là vraiment un creuset d'expertise et de culture qui est tout à fait étonnant. Et donc, d'accepter que, oui, on a des champs de spécialité sur lesquels on peut, nous, avoir une contribution plus importante que d'autres, mais il y a des champs de spécialité où on a des collègues qui ont une forte expertise. Donc, il faut être capable de faire faire cette distinction-là. Et l'autre élément qui est important au Sénat par rapport au municipal, c'est qu'au municipal, on a été élu. Donc, on porte une responsabilité avec un mandat démocratiquement obtenu. Quand on est au Sénat, on a été nommé suite actuellement à une application. Il semblerait que le Poilievre, dans son projet, c'est de vouloir amener un Sénat partisan, ce qui est, à mon avis, une très mauvaise chose, parce qu'un Sénat partisan avec l'opposition puis le parti au pouvoir, c'est ce qui se joue à la Chambre des communes. Le Sénat, on devrait plutôt être là pour ce qu'on dit un second regard objectif. Mm-hmm. Donc, éviter cette partisanerie-là, ben, on va voir si un mandat démocratiquement obtenu, il faut respecter ça. Donc, d'apprendre également que nous, on est là un peu comme un vieux sage pour faire part de notre expertise, de notre expérience, mais de comprendre que celui ou celle qui porte cette responsabilité-là qui doit avoir une reddition de compte aux 4 ans,
c'est la Chambre des communes. Donc, il y a comme une espèce d'équilibre à être conscient et un équilibre je dirais, à respecter au Mhm. mandat que nous, on a reçu du premier ministre et le mandat que la population donne à un parti qui va prendre le pouvoir lors d'une prochaine élection. Ben, c'est vraiment intéressant les distinctions que vous faites justement, tous les apprentissages que vous avez dû faire dans les dernières années en changeant de palier d'organisation politique. Mais si on revient un peu plus tôt dans votre carrière, euh, vous êtes allé étudier en récréologie. Si ma mémoire est bonne, c'est à Trois-Rivières que ça se donne, ce cours-là. Exact. Qu'est-ce qui vous a amené à Rimouski par la suite? C'est vraiment encore là, vraiment un concours de circonstances tout à fait incroyable. C'est que moi, j'avais l'été précédent euh, développé un réseau d'hébergement à la ferme dans la région 01, qui était la région de l'Apocatière aux îles de la Madeleine. À l'époque, il y avait une région administrative qui était la région Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles. Et la personne pour qui je travaillais avait obtenu un mandat, lui, et nous, dans notre cours, notre formation, on avait 8 mois de stage à faire. Donc, une personne pour qui je travaillais avait obtenu un mandat à la SDBJ, Société de développement de la baie James, et le mandat était de voir comment on pouvait utiliser toutes ces infrastructures après la fin de la construction des barrages de la baie James. Donc, on avait eu une belle complicité tous les deux. Il m'avait dit, écoute, Eric, si ça t'intéresse comme stage, tu pourrais venir avec moi travailler, mettre sur pied cette direction-là, SDBJ, ce que je trouvais fort intéressant parce que, d'une part, les conditions salariales étaient beaucoup plus intéressantes. Mon stage devait débuter en mai 76 et pendant le congé des fêtes 75, il y a eu le saccage de Bay James. Tu étais trop petite, t'étais pas au monde sûrement à ce moment-là. Et il y a eu le saccage de Bay James, donc la personne m'a contacté en me disant, écoute, ça fonctionne plus, la priorité, c'est pas l'après, mais c'est de s'assurer de rétablir des bonnes relations de travail, etc. Donc j'ai perdu mon milieu de stage, et à l'époque, j'ai réussi à me retrouver un autre milieu de stage au Conseil des loisirs de l'Est du Québec, et il y avait quelqu'un d'ailleurs quelqu'un que j'avais connu dans les 4H, Denise Gagné, qui était impliquée, elle, au niveau on développait un service de plein air. Le plein air existait comme activité, mais n'était pas reconnu comme structure organisationnelle, c'était le sport. Donc, on était le premier service de plein air au Québec. Et moi, ça m'a toujours motivé d'être au Sénat. Ce qui m'a motivé, c'est d'essayer de modifier cette organisation-là, mais de construire quelque chose, c'est vraiment une motivation profonde. Donc, on avait à bâtir la place du plein air au Québec et je suis allé faire mon stage au Conseil des loisirs. Et pendant mon stage, la personne qui était là, qui a été pour moi un mentor important, Bernard Lachance. Bernard a quitté pour un autre emploi. Donc, moi, on m'a demandé d'appliquer sur le poste. Donc, je suis arrivé à Rimouski pour 8 mois. J'y ai passé 47 ans. Mais je peux comprendre parce que Rimouski, je dis souvent, quand je suis partie, c'était une décision douce amère, dans le sens que j'adorais Rimouski, mais l'appel de la Gaspésie était très, très fort, mais c'est vraiment un beau milieu de vie, là, Rimouski, incroyable. Je trouve que on retrouve beaucoup de ce que j'aime de la Gaspésie à Rimouski, même s'il y a plein d'aspects qui sont différents. Pour moi, c'est comme des cousins. Tu sais, il y a vraiment une Exact. familiarité. Puis il y a beaucoup de Gaspésiens établis à Rimouski, Exact. énormément de Gaspésiens. Et Rimouski a changé beaucoup. Moi, à l'époque, quand je te parle de l'époque où je suis arrivé là, Rimouski était vraiment... D'une part, Rimouski était le centre administratif de la région 01, donc tous les ministères étaient à Rimouski, le symbolique 337 Moreau. Et Rimouski était aussi les gens passaient à Rimouski, particulièrement les fonctionnaires, venaient faire une espèce de purgatoire à Rimouski quelques années, dont l'objectif était de retourner à Québec. Donc Rimouski avait peu de sentiments d'appartenance, et les Rimouskois, eux, pensaient que tout était tout devait revenir à Rimouski parce que les ministères étaient là. D'ailleurs, c'est pour ça que, une parenthèse, cette réalité-là, quand moi j'ai pris la direction au niveau administratif de l'Océanique, j'ai toujours identifié l'Océanique, l'équipe d'une région, et non pas l'Océanique de Rimouski, parce que je savais que fallait que la région développe cette appartenance-là. Mais aujourd'hui, je pense que Rimouski, comme tu dis, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur.
Il y a beaucoup de gens qui reviennent à Rimouski également. Il y a un sentiment d'appartenance et moi, ça a été probablement un des premiers défis lorsque j'ai obtenu mon premier mandat comme maire de mettre en place un grand chantier qui s'est appelé Savoir naviguer ensemble, donc de se donner des valeurs communes, de se donner vraiment, de se donner des objectifs, de partager ça pour rallier les gens autour d'un projet de communauté. Et je pense que Rimouski aujourd'hui est un milieu vraiment intéressant. D'ailleurs, on a flirté avec les villes où l'indice du bonheur est le plus élevé. J'en suis vraiment très fier. Est-ce que, à un certain moment donné, vous vous êtes posé la question si vous alliez revenir en Gaspésie? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà envisagé, de revenir vous établir ici, ou au niveau de la carrière, c'était plus difficile à cette époque-là? Mais au niveau de la carrière, c'était plus difficile. C'est clair que puis le courant des choses, mais c'est clair qu'on a toujours gardé, comme je dis, on y retourne à tous les ans. Actuellement, moi, ma famille, bon, mes parents sont décédés, il me reste un oncle, une tante. Là, il y a mon frère qui est retourné à Bonaventure, vivre à Bonaventure, parce que lui, il a fait sa carrière à Montréal, mais moi, personnellement, me rétablir à Bonaventure, ma carrière m'a pas comme donné cette opportunité-là. C'est clair, quand t'es maire de Rimouski, tu peux pas difficilement aller t'installer à Bonaventure, là, mais effectivement, c'est un peu comme actuellement au Sénat, un des problèmes, je suis obligé de quitter Rimouski pour m'installer à Québec compte tenu des problèmes de transport collectif, ce qui est malheureux. On n'a jamais tant eu besoin d'un bon service de transport collectif. On n'a jamais été si mal desservi, là, que ce soit au niveau du train, au niveau de l'avion, au niveau même de l'autobus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est regrettable. Et justement, vous en avez parlé un petit peu plus tôt de votre passage à l'Océanique de Rimouski. J'ai envie qu'on en parle un peu parce que moi, j'ai grandi, là, tu sais, j'étais adolescente, mettons, dans les années 2000, puis des souvenirs très clairs que j'ai des activités qui étaient organisées par beaucoup de maisons des jeunes. C'était ça, là, c'était d'aller voir l'Océanique. C'était l'époque de Sidney Crosby, bien évidemment. Mais il y avait un sentiment d'appartenance très fort à l'Océanique jusqu'en Gaspésie. Vous êtes arrivé au sein de l'organisation dans les années 90. Est-ce que c'était déjà le cas à l'époque? Comment vous avez travaillé sinon à l'agrandir, ce sentiment d'appartenance-là? En fait, moi, j'ai débuté avec l'Océanique en 95. L'Océanique, sa première année d'existence, c'était en 95. Et 4 mois, ce qu'on disait un peu tantôt, 4 mois, M. Tanguay m'a confié le mandat de mettre en place toute la partie administrative, mise en marché, etc., développement du produit, tout ce qui n'était pas sur la glace. C'est que James Tanguay, connaissant bien la région, parce que j'ai fait beaucoup de développement régional, j'ai été un de ceux, un comité de 5 qui a mis sur pied les 2 associations touristiques régionales. En plein air, je me suis promené à grandeur de la région. Et je dis à M. Tanguay, on va faire de l'Océanique l'équipe d'une région. M. Tanguay m'a dit, écoute, ça existe pas, ça. C'est le Canadien de Montréal, ou bien que c'est Blackhawks de Chicago. C'est pas les Blackhawks de Michigan. Non. Je dis, on va positionner. Ça va être tout le monde sait qu'elle est à Rimouski, l'équipe. Mais on va vraiment positionner. Ce qui a aidé beaucoup à ça, puis là, M. Tanguay a acheté le concept, mais ce qui a aidé beaucoup, moi, et on dit souvent, c'est dans les petites choses qu'on installe vraiment des courants, mais moi, je disais, il n'est pas question, je veux jamais voir l'Océanique associé avec le mot Rimouski. Donc, dans nos articles souvenirs, dans les magazines ou notre positionnement, c'est vraiment l'Océanique, l'équipe d'une région. Et le réseau, on a mis sur pied un réseau radiophonique. Ça, c'est vraiment le groupe Tanguay où on était diffusé à CHNC New Carlisle, diffusé à grandeur de la région. Ça a été un élément qui a contribué également. Des joueurs qui ont été d'origine gaspésienne ou Bas-Saint-Laurentienne. Notre premier leader, Alain Sirois, venait de Rivière-du-Loup. Ça a également contribué à positionner ça. Mais vraiment dans la réflexion de comment on allait développer l'équipe, je donne un exemple. Nous, avant ça, toutes les parties le dimanche ou le samedi se jouaient à 7 heures le soir. Moi, je dis non, on va jouer ça à 4 heures le soir. Pour permettre à la personne qui vient de Bonaventure, si elle veut monter, magasiner un peu avec sa blonde, venir au match, se payer un bon souper ou peut-être même coucher là. Donc, leur donner un accès qui est beaucoup plus favorable, beaucoup plus facile. Donc, on a posé beaucoup de gestes comme ça, qui a contribué à développer ce sentiment d'appartenance-là. L'été, on faisait des tournées
on faisait des tournées de balles où on allait jouer dans beaucoup de villes autour de la Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent. Et quand on a gagné la Coupe Mémorial, tu parlais de 2000, on a gagné la Coupe Mémorial en 2000. Et en Coupe Mémorial, à ce moment-là, généralement, l'équipe qui a le trophée de la Coupe Mémorial, on garde le trophée un mois, puis après, il faut retourner ça au Temple de la Renommée. Moi, je suis parti avec la Coupe Mémorial. On a fait vraiment le tour de presque toutes les villes, villages de la Gaspésie. D'ailleurs, le Temple de la Renommée m'appelait et me disait, "Where's the cup?" Je disais, la coupe, hein, c'est pas dans ta manche d'épée. Where? Ils m'ont fait monter. Ils m'ont fait monter à Montréal dans le milieu de l'été. Et ils ont pris des photos, ils ont fait une réplique de la Coupe Mémorial. Et actuellement, la Coupe Mémorial, suite à nos folies, elle ne sort plus. C'est la réplique qui sort parce que, exemple, Benoît Martin qui était en Gaspésie, mais Benoît faisait l'avant-midi ou l'après-midi, on allait dans des épiceries ou dans des lieux de vente. L'après-midi, on allait souvent dans un terrain de jeu, puis le soir dans un bar qui était lié à notre commanditaire qui était Molson, c'est l'exemple. Et là, on a vraiment... Et ce qui était assez... pour moi, ça a été vraiment quelque chose de touchant. Puis quand on a gagné la Coupe Mémorial, j'ai dû recevoir facilement une soixantaine de résolutions de conseils municipaux qui nous remerciaient d'avoir fait que l'équipe de l'Océanique était aussi un peu leur équipe. Donc, l'appartenance avait vraiment pris racine et c'était plusieurs facteurs, donc des joueurs qui venaient de la région, qui n'auraient probablement jamais joué junior majeur s'il n'y avait pas eu l'Océanique. Donc, l'ouverture des gars de hockey à cette réalité-là. Mais d'aménager un horaire avec le réseau radiophonique, de retourner auprès d'eux avec la coupe, retourner auprès d'eux avec les tournées de balles qu'on faisait l'été. Donc, tout ça a fait que ça a vraiment contribué à faire de l'équipe de toute une région. Et d'ailleurs, je pense que 3-4 années après, je retourne voir M. Sanguy, je dis, oh, on va moderniser notre slogan. Comment ça? Je dis, on va appeler ça l'Océanique, c'est magique. Il était pas question qu'on change. On maintenait la ligne, l'Océanique, l'équipe de toute une région. Ça fonctionne encore aujourd'hui. T'sais. Mais je trouve que c'est un bel exemple, l'Océanique, des affinités naturelles qu'il y a entre ces régions-là. Vous l'avez mentionné, moi, j'ai pas connu cette époque-là où c'était une seule région, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Mais il y a des affinités naturelles, assurément, entre les régions. Il y a aussi des désaccords, assurément. Vous l'avez mentionné aussi qu'il y a fut une époque où les ministères étaient tous concentrés à Rimouski, puis en Gaspésie, c'était pas nécessairement au grand plaisir de tout le monde. Tout arrêté à Rimouski. C'est ça exactement. Puis ça laisse des traces, je pense, des choses comme ça. Mais vous avez dit aussi aux associations touristiques de chacune des régions, parce que je pense que vous étiez bien placé pour comprendre les particularités touristiques de la Gaspésie, justement. Oui, à l'époque, nous, on avait un mandat du ministre Duhem. Comme on était un comité de 5 personnes, dont Roger Denis de Gaspé, Bertrand Lévesque de Rivière-du-Loup, M. Chouinard, qui était longtemps le directeur de la station CHA-UTV, et moi. Et on a fait des consultations. Le mandat était de mettre sur pied une association touristique. On a fait des consultations. C'était assez comique parce que la Gaspésie disait, nous, on est une région touristique, Sainte-Flavie. Et le Bas-Saint-Laurent, disait, et nous, notre région touristique, c'est de Bic à la Pocatière. Donc, entre Bic et Sainte-Luce et Sainte-Flavie, il n'y a personne qui voulait être Rimouski. Puis quand Rimouski s'attendait automatiquement à ce qu'il y ait un siège social, que ce soit chez eux, lorsqu'on a fait notre réunion de consultation à Rimouski, il y avait peu de monde. Là, je te parle des années 78. Donc, peu de monde. Et nous, dans notre réflexion, on a dit, OK, on va proposer 2 associations touristiques. C'était une première parce qu'il y avait encore qu'une région administrative. Et on va proposer que dans ces associations-là, qu'il y ait une vice-présidence à la promotion, qu'il y ait un comité. Donc, la promotion, que le développement se fasse dans chacune des régions, mais que la promotion du produit touristique se fasse conjointement. Ce qui n'a jamais vraiment fonctionné, là, ça a vraiment été deux associations touristiques. Mais on a été les premiers à proposer ça, et moi j'ai siégé d'ailleurs sur le premier CA des 2 ATR. Mais c'est un comité qui avait un mandat spécifique du ministre Yves Duhem à l'époque. Ça a été vraiment la première association sectorielle qui a
pris pied en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent. Puis c'est demeuré. Et par la suite, les ministères, ça a comme lancé un mouvement où les ministères s'implantaient aussi à ces pêches, ça, des pêches de l'agriculture, Gaspé. Bon, ça a comme créé un mouvement aussi où on a déconcentré plus que décentralisé là, en région. Ben, je trouve ça intéressant ce que vous expliquez. Est-ce que c'est justement en lien avec ça que l'association touristique de la Gaspésie s'est établie à Montjoly parce que ça devenait la porte d'entrée de la Gaspésie touristique, dans le fond? Mais à l'époque, ça a été tout un débat. Parce qu'à l'époque, l'association était à Carleton. Au début, elle était à Carleton avec un premier président tout à fait original. Mais quand ça s'est installé à Montjoly, moi je n'étais plus au sein de l'association touristique là, de la Gaspésie. Mais c'était un débat de fond. Il y a eu l'Assemblée générale spéciale et je pense qu'une des motivations pourquoi ils ont vraiment implanté la maison touristique de la Gaspésie à Sainte-Flavie, c'était de dire, mais c'est la porte d'entrée, donc faut accueillir nos gens dès l'entrée. Et je pense que ça a été un grand débat. Et si je me souviens bien, Alexander Rayford était à l'époque président de l'association, mais ça, je dis ça, c'est tout, mais je pense qu'Alexander était impliqué à ce niveau-là. Puis pour les gens qui écoutent le balado puis qui sont peut-être moins familiers, je vais le préciser que la Gaspésie touristique fait le tour, justement, Sainte-Flavie, mais on a aussi maintenant la Gaspésie administrative, parce que la région administrative du Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, ça a été séparé, et ça commence à Cap-Chat, et ça va jusqu'au plateau de la Matapédia. Donc, ça fait en sorte que les 3 M, la Matapédia, la Métis et la Matanie, sont à la fois en Gaspésie touristique, mais au Bas-Saint-Laurent administratif. Exact. Fait que en général, les gens s'en rendent pas compte. Avec la COVID, les gens s'en sont rendus compte quand ils ont fermé des frontières. Je pense que c'est une des premières fois que concrètement, les gens ont pris conscience qu'il y avait des distinctions. Là, tu sais, quand t'étais à Saint-Anne-des-Monts, puis tout d'un coup, tu pouvais plus aller à Matane alors que t'étais habitué d'aller. Ça a quand même marqué les esprits, je crois. Exactement. Puis, il faut dire que ces deux divisions-là, qui sont très arbitraires aussi, mais je pense que c'est la région de la Gaspésie au plan touristique, c'est vraiment très logique. La Sainte-Flavie, c'est la région touristique. Bon, puis au niveau administratif, bon, il y a eu la CRI, c'est le Conseil régional des élus, donc il y a eu comme une division plus arbitraire, parce que à la limite, c'est clair que les liens économiques à Matane vont plus vers l'ouest. On a toujours l'impression qu'on va plus vers l'ouest que vers l'est. Mais ça avait une certaine logique, mais c'est très arbitraire comme division, mais c'est exactement la différence qu'on vit dans les deux cas, dans les deux réalités. Puis j'explique souvent, parce que c'est des discussions que j'ai avec des abonnés sur TikTok où je parle beaucoup de la Gaspésie, que le sentiment d'appartenance à la Gaspésie, c'est pas des fonctionnaires gouvernementaux qui peuvent décider de ça du tout. Il y a des gens qui sont très gaspésiens, qui habitent pas en Gaspésie depuis plein d'années. Vous êtes un exemple. Là, j'ai l'impression que vous vous considérez gaspésien. Vous l'avez dit, c'est votre plus belle qualité, même si ça fait beaucoup d'années que vous habitez pas la région. Je pense que ce sentiment d'appartenance-là, il est propre à chacun. Exact. Et je pense que quand on dit souvent, le Gaspésien sort de Gaspésie, mais on sort pas à Gaspésie du Gaspésien. Je pense que dans le fond, et c'est propre à la très grande majorité, à mon avis, des Gaspésiens, qu'on les rencontre à Montréal, où il y en a beaucoup. Moi, j'ai été associé avec le Club des gens d'affaires de la Gaspésie. J'étais associé avec le regroupement des Gaspésiens au fil des années. Et cette appartenance-là, cette conviction-là, cet amour de ton territoire, je pense qu'il n'y a pas de fonctionnaire qui peut diluer ça ou qui peut modérer ce sentiment-là. Et puis je me souviens d'ailleurs une anecdote, lorsque le premier cours que j'ai eu à Trois-Rivières, on est dans un grand amphithéâtre, on était 105, je pense, en récréo. Et chacun demandait, le prof demandait, OK, votre nom, vous venez d'où, tu sais, et Éric Forêt, je viens de Bonaventure en Gaspésie. Et deux collègues qui étudiaient avec moi, eux, ils sont venus me voir après, ils disent, on connaît pas ça, Bonaventure en Gaspésie, mais ça a tellement l'air d'être fiers. Ils venaient de Montréal, eux. Ils venaient nous autres, on peut pas dire comme Montréal, on n'a pas de sentiment d'appartenance, tu sais.
Mais effectivement, je pense que les Gaspésiens sont tous et toutes fiers de leurs origines et je dirais le déclarent avec enthousiasme. La majorité, en tout cas, je pense que Ouais, c'est effectivement le cas. C'est Jean-Marc Léger, il y a quelques années, qui avait fait une étude où on voyait que c'est la région au Québec où les gens sont d'abord gaspésiens avant d'être québécois. exactement. Je pense qu'effectivement, puis tu sais, c'est aussi le fait que on était on avait des melons qui venaient de la ville, donc qui venaient l'été passé. Donc ce sens de l'accueil-là, on l'a développé, même si on n'était vraiment pas riche, mais il y avait toujours de la place pour quelqu'un autour de la table. On a développé ce sens-là de l'accueil, à mon avis, qui nous distingue. Mais justement, c'est quoi vos plus beaux souvenirs en Gaspésie? Vous avez parlé beaucoup d'implication. J'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour de ça. Oui, je pense que oui. Moi, en Gaspésie, j'ai vécu j'ai vécu mon adolescence, à l'île comme jeune adulte également. Mes très beaux souvenirs sont liés aux implications. On faisait des soirées on faisait des soirées d'amateurs où les gens, la salle était pleine. On avait puis aussi d'avoir quand la visite arrivait l'été, tu sais, d'échanger avec nos cousins cousines qui arrivaient de la ville, qui nous trouvaient chanceux nous. Et nous, on habitait mon grand-père et on était voisins de mon grand-père qui avait une petite ferme, une fermette. Donc toute je dirais cette situation-là privilégiée qu'on avait avec nos grands-parents, avec nos oncles, avec nos tantes, c'est pour moi des souvenirs qui sont mémorables et qui m'ont façonné aussi. Dans le sens que au contact de ces gens-là, on a développé des valeurs, on a développé aussi une certaine volonté de vouloir faire une différence positive autour de nous. Et je pense que ces racines-là sont pour moi des éléments moteurs très importants dans mon cheminement, dans mon chemin de vie. Puis, qu'est-ce que vous diriez qu'on a en Gaspésie que vous n'avez pas trouvé ailleurs? Parce que vous avez habité à Rimouski, vous habitez à Québec, vous voyagez partout dans le monde. Qu'est-ce qui fait en sorte, vous croyez, que les gens choisissent de plus en plus la Gaspésie aujourd'hui? Je pense premièrement les gens. Les Gaspésiens comme tels. Les gens, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens de région ont tous un sentiment d'appartenance assez fort. Et c'est difficile d'évaluer quel est le plus fort. Mais exemple, les Gilles l'a mesuré, là, mais moi, je pense que ce qui fait vraiment une différence en Gaspésie, d'une part, la nature aussi, du fait que du côté nord, côté sud, il y a quand même géographiquement une grosse différence. Mais les gens, les Gaspésiens sont des gens qui sont très généreux, qui vont s'entraider, qui des fois même vont un peu peuvent se chicaner pour un piquet de clôture, là, mais qui dès l'heure qui suit ils sont prêts à donner le veste pour aider cette même personne-là. Je pense que les gens, c'est vraiment ce qui fait la différence en Gaspésie, c'est vraiment ce qui est attractif. Peu importe quand les gens qui se font accueillir en Gaspésie, il faut mieux être économiquement fragile en Gaspésie qu'à Montréal. Là. en termes d'entraide, puis en termes de soutien, puis en termes de support, Absolument. Les gens, c'est vraiment la richesse première de la Gaspésie. Absolument. Puis j'ai l'impression quand on grandit dans la région, on en est conscient, mais pas toujours au point qu'on devrait. Puis parfois c'est en quittant la région qu'on prend conscience de toute cette chance-là d'avoir grandi dans un environnement très sécuritaire, très communautaire. Moi, c'est ce qui m'a marqué, en tout cas, quand je suis partie de la région, de me dire, finalement, l'herbe était pas mal plus verte que je pensais chez nous, là. Exact. C'est un peu l'exemple de la baie des Chaleurs. Moi, je suis venu au monde les 2 pieds dans la baie des Chaleurs, la Bonaventure. On ne l'appréciait pas à sa juste valeur. Mais aujourd'hui, quand je retourne en Gaspésie, puis que j'arrive sur les Cap-Noirs à New Richmond, puis que je vois la baie, j'ai tout le temps un petit frisson au cœur parce que je redécouvre cette merveille-là qui est la baie des Chaleurs, qui est une des plus belles baies de la planète. Mais quand on l'avait 7-24 devant nous, on ne l'appréciait pas à cette même
à ce même niveau-là, c'est un peu la même chose avec l'environnement sécuritaire, l'environnement humain ou géographique. Tu sais, Gaspésie, Bonaventure, bon, on parle d'arriver à Bonaventure. Moi, je montre souvent ça parce que quand on va sur YouTube, on est capable d'aller chercher des images de clarté de l'eau. Tu sais, c'est vraiment des richesses incroyables qu'on a qui sont tout à fait exceptionnelles. Absolument, absolument. On a parlé de plusieurs de vos implications professionnelles. On a peu parlé, puis j'aimerais ça qu'on en parle avant de terminer le balado de votre implication avec l'UMQ. Parce que vous avez été maire de Rimouski, vous l'avez dit, pendant 3 mandats. Vous avez été aussi conseiller municipal avant ça, entre autres, à la ville de Pointe-au-Père, avant que ça soit fusionné avec la ville de Rimouski. Mais vous avez surtout collaboré à l'Union des municipalités du Québec. Par la suite, il y a aussi eu un président qui venait des régions du Québec, Daniel Côté, de Gaspé. Donc, 2 Gaspésiens. Comment vous avez amené cette expertise régionale-là au sein de l'UMQ? Il faut dire qu'en fait, moi, j'ai été conseiller à Pointe-au-Père dans le début des années 80. J'ai été maire de Pointe-au-Père et à l'époque, on m'a comme obligé à démissionner le maire de Rimouski parce qu'on créait les MRC. Puis moi, j'avais été consulté sur un comité pour la loi 125. Donc, en tout cas, on avait eu des... Tant que mes relations avec le maire de Rimouski étaient plutôt froides, parce que je connaissais très bien la loi 125 et je défendais des municipalités qui voisinaient Rimouski. C'est ça. Puis après, mais j'ai été pendant... après avoir mis sur pied l'Office du tourisme des congrès, je me suis présenté comme conseiller et à la mairie de Rimouski. Mais à l'Union des municipalités, effectivement, je me suis impliqué beaucoup pour représenter notre région. Et à ce moment-là, bon, à l'Union, à un moment donné, je suis devenu dans l'exécutif et c'était pendant les années où il y a vraiment la commission Charbonneau, où vraiment ça a été des années difficiles. Le monde municipal était au banc des accusés. Et le maire qui était là à l'époque, qui occupait la présidence, a dû démissionner. Et ça n'a pas été évident parce qu'il voulait pas quitter le poste. En tout cas, ça a été... Puis moi, j'étais dans une position délicate parce que j'étais le premier vice-président, donc c'était comme moi qui, normalement, devait prendre la relève par la suite, parce que les mandats à l'Union, c'est 2 ans généralement. Mais là, il a dû démissionner. Donc moi, j'ai été... il faut dire qu'à l'époque, Montréal et Québec n'étaient plus dans l'Union des municipalités. Donc on était affaiblis quand même. Et quand j'ai pris le mandat, j'ai dit, OK, je vais prendre le mandat. Je vais continuer le mandat, mais à temps plein. Spontanément, j'ai dit, je vous propose 3 choses. La première, on va retourner vers les citoyens et on va faire un sommet de la politique municipale et on va se connecter sur qu'est-ce que nos citoyens, citoyennes attendent de nous. Donc, ça a pris forme parce qu'on a travaillé avec l'Institut de Nouveau Monde. On a mis ensemble une trentaine de citoyens de la grandeur du Québec, un échantillonnage. Et on a animé parce que 3 jours de réflexion. Et ça s'est constitué sur un sommet qui était le premier sommet sur le monde municipal. Je dois avouer que les plus vieux, les maires plus traditionnels, n'étaient pas pour ça, en disant, mais là, tu vois, écoute, on va avoir notre congrès de l'Union 2 mois après, tu vas scraper. Je dis, c'est ça. Ou quelqu'un d'autre prenne le bateau. Moi, je faut retourner auprès de ceux pour qui on est là. Deuxième, je dis, on va créer un comité des sages. Et là, je suis allé chercher moi-même des gens comme Jean-Paul Lallier, Lise Bissonnette, Claire Leroux-Dubé, qui était juge à la Cour suprême, Leblanc. Je continue et je leur ai demandé de réfléchir, eux. Je vais juste faire prendre une petite mini-pause. Je pense qu'il y a des services d'urgence qui ont passé. Hein? Ils viennent de passer. C'est correct, c'est des choses qui arrivent, continuez. Ben oui, c'est ça. Je leur ai demandé de réfléchir comment eux voyaient la municipalité comme niveau de gouvernance locale. Puis la troisième des choses, je dis, moi, là, je vais faire le tour du Québec pour rencontrer nos collègues. Puis ceux qui ont quelque chose à se reprocher, qui demeurent dans le garde-robe, on est 8000 élus au Québec, là. Ben les 5995 qui ont rien à se reprocher, là, c'est le temps de sortir dehors. Fait que je suis parti avec ça. C'était... faut dire que j'ai dit au personnel de l'Union, j'ai dit là, le sommet, là, je me peinture dans le coin. Soit je me dégage la marge de manœuvre, ou qu'on est vraiment coincé. Fait que
De ce sommet-là, on s'est dégagé de la marge de manœuvre, on a commencé le tour du Québec et on a fait un grand chantier qui est un peu à l'exemple de ce que j'avais fait avec Rimouski Savoir naviguer ensemble. Le livre blanc qui est encore aujourd'hui le livre de référence qui a modifié la loi sur les municipalités. Donc, une grande consultation qui a été faite, énormément de réunions de consultation qui a été faite avec du personnel, des professionnels, qui a donné l'avenir à un lieu, les municipalités. Et puis quand on regarde aujourd'hui les grands défis, c'est ce que je défends beaucoup à Ottawa, quand on pense à l'immigration, un immigrant, ça s'installe, oui, d'un pays, dans une province, mais ça va habiter une ville ou une municipalité. Absolument. Quand on regarde le défi au niveau du développement durable, le réchauffement climatique, les municipalités ont des rôles primordiaux à jouer quant à l'aménagement de leur territoire, par exemple le traitement des matières résiduelles, le transport collectif. Donc, les grands enjeux de notre société, on revient à l'époque un peu où avant qu'il y ait des pays, il y avait des cités, et là, on revient dans un espace avec des défis où les municipalités ont vraiment des rôles très importants avec une structure financière qui, moi, à l'époque, j'étais maire de Pointe-au-Père, mais qui a été modifiée et qui est vraiment déséquilibrée par rapport aux responsabilités que les municipalités doivent assumer. Uniquement avec l'impôt foncier, qui est uniquement un impôt dédié aux immeubles, et non pas à traiter l'itinérance ou à traiter le développement durable, le transport collectif. Donc, il y a vraiment là un immense défi. Et à l'Union, ben je pense que on a initié ça. J'ai ramené Montréal et j'ai ramené Québec au sein de l'Union. Donc, ça nous a donné une crédibilité et une solidarité beaucoup plus grande. Mm-hmm. Le fait que Québec-Montréal n'était pas, ça nous fragilisait beaucoup. Et moi, ben normalement, le mandat était sur 2 ans. J'ai fait presque 4 ans parce que ayant fini le terme de 1, donc probablement que j'apprends moins vite que les autres. Ça m'a pris 4 ans à faire le mandat. Mais ça a été pour moi, je dirais, professionnellement un bon défi dans un contexte où c'était très difficile au niveau médiatique. On était accusés de toutes parts. La commission Charbonneau, Gilles Vaillancourt à Laval, bon. Mais j'avais quand même la ferme conviction que la très, très grande majorité des élus étaient là pour faire une différence positive et c'est le message que j'ai porté pour et au nom de l'ensemble de ces élus-là. Et c'est probablement, à mon avis, sûrement, si j'avais pas fait le mandat à l'Union de municipalité que j'ai fait, je serais pas au Sénat aujourd'hui. Mm-hmm. Je pense que ça m'a positionné parce que j'étais excessivement sur la scène médiatique, n'ayant pas, et toi qui es une professionnelle des communications, moi j'avais pas de staff politique, donc j'y allais de mon cœur, puis j'y allais avec mes valeurs. Ça m'a donné une couleur aussi. Et j'y allais pas dans l'esprit de me faire un nom, pour exemple, me présenter à une élection, peu importe. Donc, j'y allais vraiment avec mes valeurs gaspésiennes et la Gaspésie m'a aidé là-dedans. Ben, c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai l'impression que c'est vos valeurs très authentiques, humaines, qui vous ont amené à vous démarquer sur la scène médiatique provinciale, puis qui a assurément marqué les esprits, mais qui a aussi marqué les cœurs des gens avec qui vous avez contribué. Parce que pour avoir contribué avec vous un petit moment dans ma carrière, moi, c'est ce que je retiens, c'est votre côté très humain. Assurément que le fait qu'on était 2 Gaspésiens, ça a fait en sorte que ça a cliqué rapidement, ça c'est sûr et certain. Mais vous avez toujours aussi eu une grande confiance envers les gens avec qui vous collaborez. Moi, c'est ce que je dis souvent, j'étais très jeune à l'époque, je commençais ma carrière au début vingtaine, et pourtant, vous reconnaissiez mes compétences, vous me faisiez confiance sur tellement de sujets. Ça a vraiment été très formateur, mais aussi très utile pour moi pour développer le reste de ma carrière, d'avoir pu collaborer avec quelqu'un comme vous, c'est certain. Mais c'est sûr qu'on était, quand on était une équipe magnifique, toi t'es arrivé là-dedans, tu nous emmenais tout l'enthousiasme de ta jeunesse. Quand on débute une carrière, on a de la voile, on veut faire des choses. Et c'était vraiment une audition. Puis on peut regarder tout le monde qui était autour, en passant par Marthe, puis qu'on salue. Qu'on salue, Marthe. D'ailleurs, Marthe Desrosiers, ce qui a été une adjointe extraordinaire, ce qui a été un deuil difficile à faire faut
fallait que je change de milieu, mais et quand dans ma candidature au Sénat, c'est Marc qui avait vraiment, si ça prenait des lettres de référence, le cadre théorique, à travailler là-dessus. Si Marc n'avait pas été là, je suis pas sénateur non plus, là, tu sais, mais non, je pense que on était une belle équipe, puis on voulait faire des choses, puis Rimouski, ben, je pense qu'on a contribué. On a fait une différence à Rimouski. Toi inclus. En tout cas, vous avez certainement fait une très grande différence à Rimouski, ça c'est certain. Monsieur Forêt, on arrive déjà à la fin de nos échanges, mais c'est tellement un beau plaisir d'avoir la chance de discuter avec vous. J'ai des petites questions en rafale pour terminer ça. Est-ce que vous avez une expression gaspésienne préférée? Oui. C'est pas lui qui a installé l'orculon chez Omar. Oh, j'adore. Je pense que je vais commencer à l'utiliser, celle-là. C'est quoi votre commande au Dixili quand vous y allez, si vous y allez? Au Dixili, écoute, je te dirais, ça serait un corps cuisse avec 5 ailes. Un classique. Est-ce que vous avez une plage préférée dans la région? Oui, Beaubassin. Ouais, je me doutais que ça devait être la plage de Beaubassin à Bonaventure, effectivement. Puis un incontournable dans la région, ce serait quoi, selon vous? Je te dirais la rivière Bonaventure. C'est difficile d'argumenter parce que c'est effectivement un incontournable, la rivière Bonaventure. Souhaitons que l'usage soit harmonieuse entre le TEC puis Simaventure. C'est regrettable que ça soit contaminé par des chicanes d'usage. Absolument. Monsieur Forêt, si on veut vous suivre, vous êtes présent sur certains réseaux sociaux. Vous avez une page Facebook. Je crois que vous êtes aussi actif sur X, anciennement Twitter. Oui, effectivement. Écoute, LinkedIn, X, je suis actif. J'ai des collègues qui sont très, très actifs, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Mais sur ma page, j'essaie de tenir les gens informés de mes interventions, de ce que je défends. Donc, j'essaie vraiment, quand je fais des interventions où j'interpelle le gouvernement, généralement, c'est sur ma page Facebook. LinkedIn, Twitter, je suis pas vraiment très actif, mais je suis là quand même de façon spontanée et sporadique. Monsieur Forêt, encore une fois, un immense merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir d'échanger. Ben, c'est totalement partagé. Moi aussi, je suis vraiment content, Johnny, qu'on ait partagé ce coin et ce bout de Gaspésie ensemble. On est déjà rendu à la fin. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as été inspiré par mon invité. Si tu as aimé ton expérience, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à partager l'épisode dans tes réseaux. Tu peux aussi me suivre un peu partout sur le web ou t'abonner au balado pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!